sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas que c'est pour faire plus d'argent. La rencontre, Gosselin-Dumont. Bonjour Francis. Salut Mario. Alors, il y a Lyon Électrique, là, ce nouveau joueur dans les véhicules électriques, camions, autobus. C'est une fierté du Québec, dit-on. En tout cas, nos gouvernements ont mis de l'argent dedans comme Beaucoup tel. d'argent, oui. Beaucoup d'argent. Et là, qu'il y a des mises à pied. Souvent, des mises à pied, c'est dans les grandes entreprises qui ont beaucoup de main-d'œuvre. C'est rare dans une jeune entreprise qui est censée être en pleine croissance, là. Oui, puis en fait, ce qui est particulier avec Lyon, c'est qu'ils sont en pleine croissance du point de vue des ventes de véhicules. Donc, ça a pratiquement doublé là, à tous les trimestres. Là, je regardais le trimestre par trimestre, là, les 3 premiers trimestres de cette année. Ça double, mais c'est des petits nombres de véhicules. C'est pas des dizaines de milliers. On parle quand même de véhicules qui se vendent très cher. Des là, autobus, à cause que, des la camions, technologie, la batterie, etc. Ils en ont shippé là, à peu près 200 quelques, là, excuse-moi, au troisième trimestre là, récemment. Oui, c'est un petit nombre. 200 quelques, c'est pas Tesla. Là. Non, c'est mais ça reste, donc, encore une fois, ils sont en progression. Puis, il faut commencer à quelque part. S'ils doublent encore l'an prochain, ça va être 500 par trimestre. Puis, à un moment donné, c'est ça. L'enjeu, Mario, c'est que là, puis le chiffre d'affaires double. Donc, on passe de 40 à 80 millions par trimestre. Là, je tire les gros traits. L'enjeu, évidemment, c'est que l'entreprise, elle a dû investir massivement pour se rendre là. Elle a investi en capital. Puis, son modèle, si tu veux... Là, ils ont ouvert une autre usine, une à Mirabel, une aux États-Unis. Et tout ça est probablement nécessaire, mais c'est juste qu'ils n'ont pas les volumes pour amortir ces montants-là significatifs. Ce qui fait que là, trimestre après trimestre, j'ai regardé encore une fois les trimestres de l'année passée, cette année, mais ils perdent quelque chose comme 17, 18, 19 millions de dollars par trimestre. Fait que tu t'imagines bien qu'à la fin de l'année, quand tu as perdu 80 millions, à un moment donné, il faut couper. En anglais, ils disent cash burning. Là, tu brûles de l'argent. Là. Et c'est la particularité de ces industries-là, Mario, puis j'en ai parlé dans le cas de Tesla, il y a quelques années, le monde, ils déchiraient leur chemise, ils perdaient 700 millions par trimestre, tu te rappelles? Mais le trimestre où ils ont commencé à en faire, c'est devenu c'est ça, puis aujourd'hui, tu as racheté des actions dans ce temps-là, je pense qu'elles ont été multipliées par 100 ou quelque chose comme ça, tu sais. Fait que l'enjeu, puis c'est la même chose, tu regardes toutes ces autres compagnies-là, Rivian, là, qui fait des camions, là, plutôt, ils sont dans la même situation, ils brûlent des centaines de millions de dollars par trimestre, parce que l'enjeu, c'est que tu dois te rendre à un volume suffisant pour éventuellement rentabiliser. Et là, l'affaire, je pense, je connais pas tous les chiffres de trésorerie de nos amis chez Lyon, mais malheureusement, je pense qu'ils arrivent peut-être un peu, là, ils voient le bout de cet argent-là, de ces liquidités-là. Le prix de l'action, Mario, depuis son entrée en bourse, a perdu 89,8% de sa valeur. Là, fait que c'est sûr que... Mais il a fait une entrée en bourse vraiment spectaculaire. Là. Il vendait 20 véhicules par trimestre, je pense, puis l'action est montée à 24$ tout de suite. Oui, mais puis elle est restée à ce niveau-là quelques semaines, mais depuis, de 24$, elle vaut aujourd'hui 2,19$. Là, tu comprends? Fait que c'est sûr que c'est pas non plus une bonne circonstance pour Lyon d'aller, mettons, en bourse puis d'émettre des nouvelles actions, parce qu'à 2$ l'action, tu vas diluer énormément les actionnaires qui étaient rentrés à 20 puis 24. Mais etc. Là, sauf que là, 150 mises à pied, c'est ce que ça ralentit la production. Et là, je voyais dans leur communiqué, on parle de personnel d'encadrement. Souvent, c'est ça, Mario. On va commencer par un peu les gestionnaires intermédiaires, les gens qui sont pas directement affectés à fabriquer les camions, les autobus. Il n'y a pas le détail de job par job là, de ce qu'on coupe, mais c'est, comme ça a été dit dans le communiqué, 10% de la main-d'œuvre de l'entreprise. Calcul rapide, là, 150 personnes là, qui doivent gagner entre 50 et 100 000, là, peu importe, là, mais c'est entre 7 et 15 millions de dollars par année qu'ils vont économiser. Ça fait du bien, mais ça règle pas le problème du 20 millions par trimestre qu'ils sont en train de perdre, ou 18 millions par trimestre. Donc, encore une fois, c'est une étape. Je pense que l'autre étape, ça va être, encore une fois, de continuer à augmenter le volume, donc la ligne d'en haut, puis peut-être éventuellement de trouver une forme de rentabilité dans tout ça. Mais pour l'instant, ça va bien dans la croissance, mais ça va mal du côté des chiffres. Puis la volonté peut-être de certains acteurs, là, plusieurs acteurs québécois là, qui ont été très impliqués là-dedans, d'en remettre à un moment donné, montrer un peu patte blanche face à votre capacité à générer un profit, puis on en remettra. Puis ça se traduira éventuellement dans un prix de l'action, je pense qu'il pourra repartir à la hausse, mais pour l'instant, ça semble pas être une opportunité extraordinaire. Tu peux me faire le bilan de la saison de Formule 1? Je sais que toi, t'es fan économique. Je sais que toi, t'es fan de football, Mario. Tu dirais que c'est ton sport? Oui. Le hockey et le football. La Formule 1, j'ai suivi ça, mais là, on dirait que c'est toujours le même qui gagne. On dirait qu'il y a quelque chose qui s'est perdu. Là. Moi, c'est mon sport. Okay. Là, si tu veux. En tout cas, certains diront que c'est pas un sport, mais je sais pas si tu as regardé Drive to Survive sur Netflix et tout. C'est des athlètes, là, ces gars-là. Puis les 5G de force latérale. Je mets pas ça en doute. Puis c'est
intéressant. Mais bref, c'était la fin de la saison hier. Il y a eu la dernière course à Abu Dhabi, à Yas Marina. C'est Verstappen, Max Verstappen, qui a encore gagné la course. Mais pour moi, ce qui est intéressant, c'est tout ce qu'il y a derrière, évidemment. Toutes les rivalités entre les écuries et tout ça. Tu te rappelleras que pendant de nombreuses années, là, on en avait presque marre. C'était Lewis Hamilton qui gagnait course après course, puis c'était toujours Mercedes. Là, Mercedes, hier, a fini deuxième au championnat des constructeurs. C'est Red Bull qui mène. C'est Red Bull qui mène. Puis je pense que j'ai pas les chiffres devant les yeux, mais je pense qu'ils ont 2 fois plus de points que Mercedes. Que le plus proche rival, c'est comme 800 à 400, là, une ordre de grandeur. Et troisième place, c'est Ferrari. Et ça s'est joué là, à comme 1 ou 2 points hier. Puis évidemment, Ferrari, depuis 2 ans, ils ont de bons conducteurs, ils ont de bonnes voitures et ils ont un gros problème de stratégie. Et c'est là où moi, qui est comme un gars de stratégie, je suis, sans prendre parti pour l'une ou l'autre de ces écuries-là, je suis toujours un peu fâché après Ferrari parce que, il me semble que s'ils réglaient cette partie-là, ils pourraient au moins participer à la course. Ils font toujours des erreurs, des histoires comme les arrêts au puits. Les arrêts au puits, les pneus sont pas prêts. Puis là, hier, évidemment, t'avais une pénalité à Perez, je sais pas trop quoi. Et encore une fois, Leclerc, le chauffeur, qui était en deuxième place, il dit au micro, informez-moi des délais parce que je peux faire une forme de stratégie qui va permettre de retarder Mercedes puis peut-être de gagner quelques points additionnels et carrément changer le portrait. Et son écurie a été, comme encore une fois, complètement dans les patates. Ils ont pas donné les conséquences. Tout ça pour dire, Mario, à la fin de chaque année, selon le classement, les écuries reçoivent de l'argent, une somme là, qui est liée à leur classement. Ah ouais? Puis ce qui est intéressant, puis c'est un petit peu drôle comme manière de faire, plus tu te classes bien, plus tu reçois de l'argent, ce qui fait que les meilleurs sont comme meilleurs l'année d'après. Là, c'est le contraire du repêchage dans les autres sports, là, où l'équipe qui finit dernière repêche premier. Exactement. Donc là, Red Bull, évidemment, une entreprise, en fait, parce que c'est une entreprise derrière qui est bien financée. Ils reçoivent 140 millions de dollars là, pour leur saison. En deuxième place, donc c'est Mercedes qui a fini deuxième, 131 millions. Donc ça va à coût de 9 millions quand même. Là, c'est pas des petites sommes. Et donc Ferrari, pour avoir mal coaché Leclerc, puis parce que Sainz était un peu dans les patates là, en 15e place, ils ont perdu 9 millions. Ouais. Et grosso modo, à 2 secondes près, s'il avait pu retarder Russell de 2 secondes, il aurait été 9 millions de dollars plus riche aujourd'hui. Je sais pas si dans la Formule 1... Ça fait 4 millions et demi par seconde. Je sais pas si dans cet univers-là, 9 millions, c'est peut-être du petit change, mais il semble que moi, j'aurais comme fait un effort. Bref, tout ça pour dire que ça a été une saison assez, comme tu dis, pas plate, mais assez prévisible. La voiture Mais c'est-tu encore, dans l'industrie automobile, c'est-tu encore comme à la fois, une vitrine, 2, un lieu de développement des technologies. À un point, on disait ça, là, la Formule 1, c'est une vitrine pour les constructeurs, mais c'est aussi une place pour développer des technologies que, genre, 5 ans après ou 8 ans après, tu vas retrouver dans les véhicules. Oui, quand même. Puis, tu sais, j'entends beaucoup de gens, c'est drôle, tu sais, je suis membre de forums de véhicules, tu sais, j'aime ça les autos, moi, Mario, qu'est-ce que tu veux, je te dise, j'ai ma trottinette électrique, mais j'aime aussi les voitures. Puis, tu sais, des gens qui chialent, par exemple, Ferrari ou Porsche, là, qui prévoient, tu sais, les puristes, là, tu sais, ces compagnies-là qui prévoient lancer prochainement des véhicules hybrides, là, tu sais, hybrides rechargeables. Puis je suis comme, les Formule 1, guys, là, ça fait des années qu'ils sont hybrides, puis ils ont raffiné ce système-là avec une poussée électrique qui est rechargée par le moteur à combustion interne, etc. C'est des technologies qui ont été amenées vraiment beaucoup plus loin par la F1, qui aujourd'hui se retrouvent dans ta Mitsubishi, dans ta Alfa Romeo, qui sont des écuries essentiellement qui concurrencent au plus haut niveau et qui sont capables ensuite de traduire ça de manière consommateur là, à des coûts beaucoup plus non, c'est qu'il faut que tu développes la technologie, puis ensuite exact, pour aller à 340 km/h, puis ensuite tu la fais pour rouler à 119 sur l'autoroute au Québec. Mais grosso modo, c'est des technologies effectivement qui continuent à se normaliser via cette recherche de pointe. Écoute, ces centaines de millions-là, Mario, qui sont remis là, à chacune des écuries, il y a la quasi-totalité, plus l'argent du sponsorship, plus plein d'autres ressources de revenus, c'est essentiellement investi en R&D là, pour développer des véhicules plus éco-énergétiques, plus aérodynamiques, avec des meilleurs moteurs à combustion qui utilisent moins d'essence pour se rendre plus loin. Donc, pour moi, en tout cas, par-delà le spectacle de la F1, il y a aussi... Oui, parce que pour eux, l'essence, c'est du poids inutile. C'est ça, exactement. Puis tout ça est normé, évidemment. Puis, encore une fois, toute l'aérodynamique, toute la question de la gestion de l'énergie, qui est énergie électrique, énergie à essence, fait partie donc de la recherche. Et donc, ce sera intéressant de voir l'an prochain, parce que là, la saison qui commence, c'est la saison off, là, qu'on pourrait dire en Formule 1. Les courses reprennent, et j'ai appris par ailleurs que c'était une année bissextile, là, parce que ça reprend le 29 février cette année.
Donc, ça reprend dans 2024, c'est ça. Ben, c'est ça, exactement. Tu sais, c'est pas des choses que je pense au quotidien, les années bissextiles. Les années bissextiles, c'est des années qui divisent par 4, sauf les siècles, sauf les millénaires. Mon Dieu, j'apprends des affaires. Donc, au siècle, et je veux pas me tromper, là, je vais peut-être me faire reprendre. Au siècle, là, donc 1900, 1800, 1700, pas bissextile. Non, sauf les millénaires. Ah, les millénaires sont bissextiles. Fait qu'une fois par 1000 ans, il y a une année de siècle qui est bissextile. Okay, je comprends. Il faudrait fait qu'en 3000, tu vas le savoir, tu vas avoir l'air intelligent. Ouais, c'est ça, exactement. Je mets ça dans mon petit calepin pour ma chronique en l'an 2999. Ouais, c'est ça. Tu vas faire une bonne chronique avec ça. Et tu te demandes qui a encore les moyens d'être snowbird? Ben, en fait, parce qu'effectivement, on parle beaucoup d'inflation ici au Québec, puis on se regarde beaucoup, là, l'épicerie, puis là, on se chicane avec Métro, puis tout ça. Mais grosso modo, l'inflation, ça touche tout le monde. Puis on le sait, aux États-Unis, techniquement, là, on l'a vu dans les chiffres, puis dans les médias. Mais grosso modo, c'est aussi une réalité que la vie aux États-Unis coûte beaucoup plus cher. Et donc, pendant longtemps, tu sais, Mario, il y avait quand même une catégorie, plusieurs dizaines de milliers de Québécois, qu'on appelle les snowbirds, qui passaient l'hiver là-bas. Puis une des raisons pour ça, c'est que la vie était perçue comme étant moins chère. Mais là, c'est de moins en moins le cas. Aussi moins de la... à cause de l'hiver, là. Oui. Moins de la... Il y avait quand même une raison économique, je pense à ça. Mais là, c'est parce que tout augmente. Là. Les assurances, je vois les coûts d'assurance, ça a explosé. Exactement. Puis c'est surtout vrai, Mario, pour ces snowbirds qui sont pas propriétaires. Hein, parce qu'on pense souvent aux gens qui ont le condo en Floride, mais il y a quand même une certaine proportion de ces gens-là qui sont des locataires, en fait, en Floride, ou en tout cas dans ces États du sud des États-Unis, et qui, aujourd'hui, se retrouvent avec des augmentations très, très, très importantes des loyers, des coûts d'énergie, des coûts d'assurance, d'un paquet de choses. Et donc, ça pose la question, tu sais, ça fait peut-être 10 ans que tu es un snowbird depuis, je sais pas, ta retraite, et là, soudainement, tu arrives 75, 76, as-tu encore les moyens, en fait, d'être le snowbird? Donc là, il y a l'aspect météo, mais aussi l'aspect, comme mais là, je dis, tu restes ici, tu dis, moi, j'ai plus de pelle. Faut t'acheter une pelle. Non, mais là, il y a des coûts liés à l'hiver, des pneus d'hiver aussi, effectivement. D'ailleurs, la date limite là, est dans 4 jours. Donc, si vous êtes snowbird ou plus snowbird, là, il faut penser à cet aspect-là. Mais en gros, Mario, on parle d'augmentation significative. Et encore une fois, c'est vraiment dans le domaine là, de l'habitation, du logement, là, où il y a la pire augmentation. Un peu comme on l'a vu ici, là, si tu veux, au Québec, il y a des enjeux d'offres de logement en Floride actuellement qui fait que les prix, dans certains cas, ont plus de doublé. Donc, ce qui se traduit par une non-accessibilité pour les retraités des beaux jours floridiens. C'est quand même un phénomène économique, là, puis je les comprends. Là, c'est pas un reproche que je fais aux gens, mais c'est un phénomène économique auquel j'ai beaucoup pensé. C'est quand même toute une perte pour le Québec, parce qu'on va se le dire, les snowbirds passent 4-5 mois en Floride. S'ils ont des achats à faire, ils vont acheter des vêtements, ils vont acheter... Parce que là, il y a moins de taxes, ça coûte moins cher. Mais s'ils ont une chirurgie, mettons, là... On s'entend qu'ils vont la programmer durant l'été, ils vont la programmer durant... Oui, c'est ça. Puis en général, ils doivent passer moins de la moitié des jours là, pour pas perdre leur éligibilité à la RAMQ. Mais c'est effectivement, c'est jouer... Ils payent pas 100% de ce qu'ils ont à payer ici. C'est jouer un peu sur la ligne, parfois, là, de ce qui est, ils vont dire, ce qui est légal ou ce qui est moral. Oui, c'est ça, tout à fait, effectivement. Mais pour le Québec, il y a une perte économique. Ce qui me fait dire que quand on aurait pu acheter les îles turquoises, puis qu'on l'a pas fait, là. Mais c'est une gaffe. Fallait acheter. Puis il aurait pas fallu... il y avait pas la France qui avait vendu la Louisiane aussi, il me semble qu'il y aurait... Ça, c'est avant. Il aurait quand même fait une bonne affaire. La mienne, c'est un peu plus récent. Ou l'Alaska, tiens. Ah, pourquoi pas? Non, ça m'intéresse moins. Merci, Francis. À demain. Écoutez Francis